Ma mère a vendu ma maison pendant que j'étais en vacances, pour rembourser les dettes de 214 000 € de ma sœur. Quand je suis rentré, elles se sont moquées de moi. Maintenant, tu es à la rue. J'ai simplement souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Ont-elles lâché, irritées? J'ai juste répondu, la maison qu'ils ont vendue n'était en fait. Je n'aurais jamais pensé que mes 2 semaines de vacances à Bali se termineraient ainsi, en rentrant pour découvrir que toute ma vie avait été bradée, comme un vulgaire article de vide-grenier. Mais me voilà, debout dans le salon de ma mère, à l'écouter m'expliquer comment elle a falsifié ma signature, et vendu ma maison, pour rembourser les dettes de jeu de ma sœur. Je m'appelle Bonnier, et je suis une analyste financière de 34 ans, qui a passé la dernière décennie à se bâtir une vie confortable. La maison en question était une magnifique demeure de style craftsman avec 3 chambres, située dans le quartier de Laurelhurst, à Portland. Elle avait été achetée il y a 5 ans, à une époque où le marché immobilier était plus clément. Chaque mensualité du prêt provenait de mes propres revenus. Chaque rénovation a été financée par mes primes. Cette maison représentait tous les sacrifices que j'avais faits, chaque week-end où j'avais fait des heures supplémentaires, et chaque vacances que j'avais repoussées pour économiser de l'argent. Ma sœur, Bethany, a 3 ans de moins que moi, et n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Elle est belle, charmante, et totalement irresponsable. Notre mère l'a toujours traitée comme de la porcelaine fragile, tout en me traitant comme une bête de somme. En grandissant, c'est moi qui ai pris un emploi à temps partiel à 15 ans, pour payer mes propres fournitures scolaires. Bethany, elle, a reçu de l'argent de poche jusqu'à ses 23 ans. Ce voyage à Bali devait être ma récompense, pour avoir enfin remboursé mes prêts étudiants. Mon petit ami, Ryan, et moi l'avions planifié depuis des mois. Nous avons séjourné dans un petit complexe hôtelier à Ubud, fait de la plongée, exploré des temples, et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti véritablement détendu. J'avais laissé les clés de ma maison à ma mère, en lui demandant d'arroser mes plantes, et de récupérer mon courrier. C'était une faveur simple, que n'importe quel parent raisonnable aurait géré sans incident. J'aurais dû me méfier. Ryan et moi avons atterri à l'aéroport de Portland un jeudi soir, décalé par le fuseau horaire et couvert de coups de soleil, mais heureux. J'ai envoyé un texto à maman, pour lui dire que j'étais rentré, et que je passerais prendre mes clés le lendemain matin. Sa réponse était étrange. Viens à midi. Il faut qu'on parle. Pas d'émoji, aucune chaleur, juste ces mots cliniques, qui m'ont noué l'estomac. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à ma maison d'enfance, à Beaverton. La voiture de maman était dans l'allée, à côté de la vieille Honda cabossée de Bethany, qu'elle avait miraculeusement réussi à ne pas encore détruire. Le camion de mon jeune frère, Christopher, était là aussi, ce qui était inhabituel, car il évitait généralement les réunions de famille. Quelque chose n'allait pas. Maman a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Son visage affichait cette expression que je connaissais trop bien, celle qui disait qu'elle avait déjà décidé que j'étais déraisonnable, avant même que je n'ai ouvert la bouche. Bethany était assise sur le canapé, ayant l'air étonnamment suffisante, pour quelqu'un qui avait apparemment besoin d'aide. Christopher se tenait près de la cheminée, les bras croisés, l'expression illisible. « Bonnie, assieds-toi » a dit maman, en montrant le fauteuil. « Je préfère rester debout » ai-je répondu, me sentant déjà sur la défensive. Que se passe-t-il? Maman a échangé un regard avec Bethany, et ma sœur a eu un petit sourire en coin. C'est à ce moment-là, que la première véritable vague de peur m'a frappé. Ta sœur a eu des ennuis. Maman a commencé à utiliser cette même voix douce, qu'elle prenait toujours pour expliquer pourquoi Bethany s'en tirait sans conséquence, après avoir embouti ma voiture, ou volé de l'argent dans mon portefeuille. Elle devait beaucoup d'argent, à des gens très dangereux. Combien d'argent? Ai-je demandé, bien que je n'étais pas sûr de vouloir le savoir. 214 000 €, a répondu Bethany, sans une once de honte. À quelques centaines près. J'ai carrément ri. Le son est sorti dur, et rempli d'incrédulité. Tu dois plus de 200 000 € à quelqu'un. Comment est-ce seulement possible? Bethany a haussé les épaules. Du poker en ligne, des paris sportifs, quelques mauvais investissements. Les choses ont dégénéré. Les choses ont dégénéré, ai-je répété, la voix montant dans les tours. Bethany, ce n'est pas dégénéré. C'est une catastrophe absolue. C'est le résultat d'années de décisions désastreuses,
qui se sont accumulés, pour former un cauchemar financier. Ne prends pas ce ton avec ta sœur, a rétorqué maman, sèchement. Elle est venue me demander de l'aide, comme une famille devrait le faire, contrairement à toi, qui a toujours été si indépendante, et si froide. Cette accusation m'a blessé, principalement parce que je l'avais entendue toute ma vie. Mon indépendance n'était pas un choix. C'était une nécessité, née du fait de voir ma sœur échapper à toutes les conséquences, tandis qu'on attendait de moi, que je gère tout par moi-même. D'accord, ai-je dit lentement, en essayant de garder un ton calme. Donc, Bethany a ses dettes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je suppose que vous ne m'avez pas fait venir, juste pour me parler de ces problèmes. La mâchoire de maman s'est crispée. Je l'ai aidée. J'ai remboursé les dettes. Avec quel argent? Ai-je demandé, sincèrement confuse. Maman vivait avec un revenu fixe, provenant de l'assurance vie de papa, et de sa petite pension. Elle n'avait pas 200 000 euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Christopher a fini par prendre la parole, depuis sa place près de la cheminée. Bonnie, tu ferais bien de t'asseoir pour écouter ça. Je suis très bien debout, ai-je répondu, même si mes jambes semblaient faibles. Que quelqu'un me dise ce qui se passe. J'ai vendu ta maison, a dit maman, tout simplement, comme si elle venait de m'annoncer qu'elle avait donné un vieux manteau à Emmaüs. Pendant un instant, je n'ai pas pu assimiler ces mots. Ils n'avaient aucun sens, arrangés dans cet ordre. Tu as fait quoi? J'ai vendu ta maison. L'acheteur était très motivé, et nous avons conclu la vente rapidement. L'argent a servi à payer les dettes de Bethany, et à couvrir les pénalités de remboursement anticipé. Ma vision s'est littéralement brouillée sur les côtés. Tu ne peux pas vendre ma maison. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon nom y est aussi, a répondu maman, calmement. Tu te souviens, quand tu l'as acheté? J'ai cosigné. Parce que ta cote de crédit n'était pas tout à fait suffisante, pour le prêt que tu voulais. Cela m'a donné le droit légal de vendre. Le souvenir m'est revenu en un éclair. Il y a 5 ans, j'étais tellement désespéré d'acheter cette maison, avant que quelqu'un d'autre ne me la ravisse. Ma cote de crédit était de 680, soit juste 10 points en dessous de ce qu'il me fallait, pour obtenir le meilleur taux. Maman avait proposé de cosigner, et j'avais été si reconnaissante. Elle semblait fière de moi ce jour-là, sincèrement heureuse de ma réussite. Cosigner ne te donne pas le droit de vendre sans ma permission, ai-je dit, la voix tremblante. C'est de la fraude. C'est de la falsification. Je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Bethany a ri. Elle a carrément ri. Mon Dieu, tu es toujours aussi dramatique. Maman m'a sorti d'une mauvaise situation. Tu devrais la remercier, d'avoir mis ta sœur en sécurité. La remercier? Je me suis tourné vers Bethany, la rage prenant enfin le dessus sur mon état de choc. Tu veux que je la remercie, pour avoir vendu ma maison sans ma permission, afin de couvrir tes dettes de jeu? Tu es complètement folle? Surveille ton langage, a averti maman. Les problèmes de Bethany étaient sérieux. Ces gens la menaçaient. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les laisser blesser ma fille? Elle n'est pas ta seule fille. Les mots ont explosé hors de moi. Je suis ta fille, moi aussi. Cette maison représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Absolument tout ce que je possédais, se trouvait dans cette maison. Où suis-je censé vivre, maintenant? Tu es égoïste, a déclaré Bethany, en examinant ses ongles avec un ennui exagéré. Ce n'est qu'une maison. Tu peux en acheter une autre. Moi, j'aurais pu être tué. Peut-être que tu aurais dû y penser, avant de jouer et perdre 200 000 euros. Je criais à présent, sans me soucier de garder mon calme. Peut-être que tu aurais dû chercher un travail, ou suivre une thérapie, ou faire littéralement n'importe quoi d'autre, plutôt que de détruire ta vie, et apparemment la mienne avec. La vente est définitive, a déclaré maman, fermement. L'acte est transféré. Les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux à la fin du mois. Tu as 3 semaines, pour retirer tes affaires. 3 semaines. J'étais parti depuis 2 semaines, et pendant ce temps, toute ma vie avait été démantelée. Je vais vous poursuivre en justice, ai-je dit doucement. Toutes les deux. C'est de la fraude, et je vais me battre. L'expression de maman s'est durcie.
Tu peux essayer, mais j'ai un avocat, qui affirme que la vente était légale. J'étais copropriétaire. J'avais le droit de vendre ma part. Et ta signature, sur les documents de clôture, a l'air parfaitement authentique. Tu as falsifié ma signature. J'ai fait ce que j'avais à faire, pour protéger ma fille. Je suis ta fille, moi aussi, ai-je répété, détestant la façon dont ma voix se brisait. Ça ne compte pas du tout. Tu t'en es toujours bien sortie, a répondu maman, d'un ton dédaigneux. Tu es forte. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Bethany s'est levée, s'étirant comme si elle venait de se réveiller d'une sieste. Bon, c'était amusant, mais j'ai des projets. Merci encore, maman. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Elle est passée devant moi, en direction de la porte, puis s'est arrêtée. Oh, et Bonnie, tu devrais voir ta tête en ce moment. Tu as l'air si pathétique. Bienvenue chez les sans-abri. Elle a ri en partant, et ce son a résonné à mes oreilles, bien après que la porte se soit refermée derrière elle. Christopher s'est approché de moi, avec prudence. Bonnie. Je suis désolé. Je ne l'ai appris qu'hier. J'ai essayé de t'appeler, mais tu étais dans l'avion. Savais-tu que ça se préparait? Ai-je demandé, la voix vide. Pas avant que ce soit fait, je le jure. J'ai regardé ma mère, cette femme qui m'avait élevé, que j'avais aimée malgré tout, et j'ai senti quelque chose de fondamental, se briser dans ma poitrine. Tu vas regretter ça. Est-ce que tu me menaces? Les sourcils de maman se sont levés. Parce que ça ne va pas arranger ton cas. Je ne te menace pas. Je te fais une promesse. Je suis sorti, sans dire un mot de plus. Ryan m'attendait dans la voiture. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a serré dans ses bras. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, d'une voix étonnamment stable. Quand j'ai eu terminé, son visage était pâle de colère. On appelle un avocat tout de suite, a-t-il dit. Ça ne peut pas être légal. Mais c'était légal, techniquement. 3 avocats différents m'ont dit la même chose, au cours de la semaine suivante. Parce que maman figurait sur l'acte de propriété, et qu'elle avait falsifié ma signature de manière assez convaincante, pour que la société de titres ne se pose pas de questions, la vente était contraignante. Je pouvais intenter un procès pour obtenir des dommages et intérêts, m'ont-ils dit, mais annuler la vente elle-même serait presque impossible, surtout que les nouveaux propriétaires avaient déjà obtenu leur financement, et payé de bonne foi. La maison s'était vendue pour 487 000 €. Après avoir remboursé les dettes de Bethany, couvert le solde de l'hypothèque, et payé divers frais, il aurait dû rester environ 190 000 €. Maman a prétendu que cet argent avait servi à gérer la situation, et elle a refusé de fournir le moindre justificatif comptable. Mon avocate m'a expliqué que prouver qu'elle avait gardé l'argent, serait à la fois difficile, et coûteux. J'ai déménagé mes affaires dans un garde-meuble, et j'ai dormi sur le canapé de Ryan. Ma vie parfaite avait été emballée dans des cartons, en l'espace de 3 semaines. Chaque objet que je chargeais dans ce box, me faisait l'effet d'une petite mort. Bethany publiait sur les réseaux sociaux des messages sur son nouveau départ, et sur la façon dont elle avait surmonté l'adversité. Maman commentait avec des émojis en forme de cœur. Je les ai bloqués toutes les deux. Christopher m'a rejointe pour prendre un café, 2 semaines après la finalisation de la vente. Il avait l'air fatigué. Maman s'en vante, a-t-il dit doucement. Elle a dit à tante Rebecca, qu'elle t'avait enfin fait comprendre que la famille passe avant tout. Elle pense t'avoir donné une leçon. Quelle leçon? Ai-je demandé amèrement. Que je ne peux pas faire confiance à ma propre mère? Que travailler dur et suivre les règles, ne rime à rien. Que Bethany peut détruire sa vie et la mienne, sans aucune conséquence? Je crois qu'elle pense vraiment, qu'elle a bien agi, a dit Christopher. Dans son esprit, elle a sauvé la vie de Bethany, et tu as assez de succès, pour rebondir. Elle ne voit pas en quoi elle a mal agi. Elle a volé ma maison pour payer l'addiction au jeu de Bethany. Comment est-ce que ce n'est pas mal? Je ne la défends pas, a répondu Christopher rapidement. Je te dis juste comment elle voit les choses. Elle raconte aux gens que tu fais des drames, et que tu es ingrate. Ingrate, ai-je répété, goûtant ce mot comme s'il s'agissait de poison. Cette nuit-là, j'ai sorti tous les documents relatifs à la vente de la maison.
Je les ai étudiés de façon obsessionnelle, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider. La fausse signature était trop bien imitée. Le transfert de propriété avait été correctement exécuté. Les documents de clôture étaient déposés en bonne et due forme. Mais quelque chose me chiffonnait, dans toute cette situation. Maman avait agi incroyablement vite, trouvant un acheteur, concluant la vente, et transférant l'argent pour payer les dettes de Bethany. Tout cela en 2 semaines. Cela demandait de la planification. Cela demandait de la préparation. J'ai commencé à creuser. D'abord, j'ai appelé la société de titres, et j'ai demandé les dossiers de transaction complets, en prétendant en avoir besoin pour mes impôts. Ils m'ont tout envoyé, ressentant probablement de la sympathie pour ma situation, puisqu'ils avaient entendu parler du drame familial par le bouche à oreille. Le mandat de vente était daté de 3 semaines avant mon départ pour Bali. Maman avait commencé à vendre ma maison, avant même que je n'embarque dans l'avion. Je me suis assise dans l'appartement de Ryan, fixant cette date, et j'ai senti que tout s'emboîtait. Ce n'était pas une décision de panique, prise à la hâte pour sauver Bethany. C'était prémédité. Maman avait tout planifié, avait travaillé avec une agente immobilière pour mettre le bien sur le marché, et trouver un acheteur, tout cela, pendant que je lui envoyais des textos joyeux concernant mes projets de vacances. Les acheteurs étaient un couple de Californie, délocalisé à Portland pour le travail. Ils avaient payé comptant, ce qui expliquait la clôture rapide de la vente. Ils s'appelaient Todd et Jennifer Morrison. D'après les réseaux sociaux, ils avaient 2 enfants, et étaient ravis d'avoir trouvé la maison de leur rêve à Portland. Je me suis senti malade en regardant leurs photos de famille heureuse, prises devant ma maison. Ils étaient innocents dans tout ça. Ils avaient acheté une maison légitimement, et n'avaient aucune idée de la fraude derrière cette vente. S'en prendre à eux légalement, ferait du mal à des gens qui n'avaient rien fait de mal. Mais l'agente immobilière qui avait mis la propriété en vente. Ça, c'était différent. Elle s'appelait Patricia Goldman, et elle avait travaillé en étroite collaboration avec maman. Trop étroite. La chaîne de mai, que j'ai obtenue lors de la procédure de communication des pièces, a montré que Patricia savait pertinemment que je n'avais pas consenti à la vente. Il y avait des messages où maman disait explicitement que j'étais partie et injoignable, mais qu'elle avait l'autorité pour procéder à la vente. Patricia avait remis cela en question une fois, demandant si je devais être contacté, et maman avait coupé court, affirmant que j'avais donné mon accord verbal des mois auparavant. N'importe quel agent immobilier compétent aurait insisté pour obtenir ma signature, ou du moins, pour me parler directement, avant de procéder à une vente d'une telle importance. Patricia ne l'avait pas fait. Elle avait cru maman sur parole, parce que la commission sur une maison à 487 000 € était trop belle pour être refusée. J'ai déposé une plainte auprès de l'agence immobilière de l'Oregon. J'ai intenté un procès au civil contre Patricia Goldman, pour négligence, et pour non-respect des procédures standards. J'ai déposé une plainte séparée contre ma mère, pour fraude, et pour détournement de fonds. Et ensuite, j'ai attendu. Maman m'a appelé 30 fois au cours de la semaine suivante. Je n'ai pas répondu. Elle a débarqué à l'appartement de Ryan, tambourinant à la porte, exigeant que j'abandonne les poursuites. Ryan a ouvert, et lui a dit de partir, sinon il appellerait la police. Elle a hurlé que je déchirais la famille, que j'étais mesquine et vindicative, et qu'elle n'avait rien fait de mal. Bethany m'a envoyé un long texto décousu, me traitant de tous les noms auxquels elle pouvait penser. Selon elle, je ruinais son nouveau départ, j'essayais de détruire la vie de maman, j'étais égoïste, cruel et sans cœur. Elle a dit que la famille se portait mieux sans moi. J'ai bloqué son numéro, et j'ai continué d'avancer. Le procès contre Patricia Goldman s'est réglé rapidement. Sa compagnie d'assurance ne voulait pas aller jusqu'au tribunal. Ils ont versé 85 000 €, et la licence de Patricia a été suspendue, dans l'attente d'une enquête. Ce n'était pas assez pour acheter une nouvelle maison, mais c'était déjà ça. Le procès contre maman a été plus difficile. Elle a engagé un avocat et s'est braquée, affirmant qu'elle avait agi dans le cadre de ses droits légaux, en tant que copropriétaire, mais mon avocate était meilleure. Nous avons assigné à comparaître ses dossiers financiers, et nous avons découvert qu'elle avait gardé près de 140 000 € sur l'argent de la vente, de l'argent dont elle prétendait qu'il avait servi à couvrir des dépenses. Pendant la phase de communication des pièces, les choses sont devenues exponentiellement plus laides. L'avocat de maman a tenté toutes les manœuvres dilatoires possibles,
déposant motion sur motion pour faire rejeter l'affaire. Chaque comparution au tribunal signifiait que je devais prendre congé de mon travail, ce qui était compréhensible pour ma patronne, Jennifer, mais je pouvais voir la pression que cela mettait sur mon équipe. J'avais travaillé pendant 5 ans à bâtir ma réputation au sein du cabinet, et soudain, j'étais la personne à problème, celle qui avait constamment besoin d'aménagement. Ryan est venu à chacune des audiences. Il s'asseyait au fond de la salle d'audience, dans ses vêtements de travail, ayant couru pendant sa pause déjeuner, ou pris sur son temps personnel. Ensuite, il m'emmenait dans ce petit dîner sur Hawthorne, où la serveuse nous connaissait par notre prénom, et ne posait jamais de questions quand je pleurais dans mon café. L'avocat de ta mère se raccroche aux branches, a dit Ryan, après une audience particulièrement brutale, où l'avocat de ma mère m'avait dépeinte comme une fille cupide, essayant de voler sa vieille mère. Peu importe que ta mère ait 62 ans, qu'elle soit en parfaite santé, et qu'elle ait orchestré une fraude massive. Le juge n'est pas dupe. Ai-je demandé. Parce que de là où je suis, j'avais l'impression qu'il gobait tout le numéro de la vieille femme confuse. Il laisse son avocat parler, a répondu Ryan. C'est très différent de le croire. Fais confiance au processus. Je voulais faire confiance au processus, mais chaque jour qui passait sans résolution, ressemblait à une nouvelle blessure. Je me réveillais au milieu de la nuit, mon esprit tournant en boucle sur les pires scénarios. Et si je perdais? Et si le juge décidait que maman avait agi dans ses droits? Et si j'avais dépensé des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat pour rien? Christopher a commencé à éviter complètement les réunions de famille. Il m'a raconté plus tard, que la famille élargie s'était divisée en 2 camps. Tante Rebecca, la sœur de maman, était fermement du côté de maman, me traitant de vindicative, et affirmant que je persécutais une mère qui avait seulement essayé d'aider sa fille en difficulté. Oncle Paul, le frère de papa, pensait que maman était allée trop loin, mais ne voulait pas s'en mêler. La cousine Amanda, elle, avait complètement cessé de parler à Bethany, après avoir appris les détails de l'histoire. Le pire, c'était de croiser des gens qui connaissaient la situation, mais qui n'avaient eu que la version de maman. J'ai rencontré une ancienne voisine à l'épicerie, qui m'a prise à part pour me dire qu'elle était déçue de moi, pour avoir attaqué ma propre mère en justice, à cause d'une histoire d'argent. Quand j'ai essayé de m'expliquer, elle m'a coupé, disant qu'elle avait tout entendu de la bouche de maman, et qu'elle n'avait pas besoin d'entendre mes excuses. J'ai abandonné mon chariot dans l'allée, et je suis sorti. Ma thérapeute, le docteur Lauren Mitchell, m'a aidé à canaliser la rage qui menaçait de me consumer. Mes séances bi-hebdomadaires sont devenues ma bouée de sauvetage, le seul endroit où je pouvais exprimer, en toute sécurité, à quel point je me sentais trahie et furieuse, sans être jugée. Votre colère est justifiée, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Votre mère a violé votre confiance, de l'une des manières les plus fondamentales qui soit. Elle vous a volé. Elle l'a planifié délibérément. Elle n'a aucun remords. Vous avez le droit d'être en colère. Tout le monde n'arrête pas de me dire de laisser tomber, ai-je répondu. De lui pardonner parce que c'est ma mère. De me rappeler que la famille, c'est pour toujours. La famille est une relation, pas une carte sortie de prison gratuite, a répondu le docteur Mitchell. Le statut de parent de votre mère ne lui donne pas le droit de commettre une fraude contre vous. Le fait que des gens fassent pression sur vous, pour que vous acceptiez cette trahison, en dit bien plus sur eux, que sur vous. Ces mots m'ont aidé. Tout comme la pile croissante de preuves, que mon avocate continuait de mettre au jour. Nous avons trouvé des emails entre maman et Patricia Goldman, l'agente immobilière, discutant de la façon de me gérer. Patricia avait apparemment demandé ce qui se passerait, si je revenais de vacances et refusais de coopérer. La réponse de maman, noir sur blanc, était que je ne serais pas un problème, car la vente serait finalisée avant mon retour. Cet email à lui seul, prouvait la connaissance et l'intention de nuire. Patricia ne pouvait pas plaider l'ignorance, alors qu'elle avait littéralement discuté du fait que je n'étais pas au courant de la vente. Nous avons également trouvé des relevés bancaires, montrant que maman avait retiré d'importantes sommes d'argent en espèces, dans les semaines qui ont suivi la vente. Elle a prétendu qu'il s'agissait de dépenses personnelles, et a refusé de fournir des reçus ou des documents. Mon avocate a fait valoir que c'était la preuve, qu'elle avait dépensé l'argent pour elle-même, plutôt que pour régler les dettes de Bethany, comme elle le prétendait. La preuve la plus accablante est venue de Bethany elle-même. Mon avocate l'a fait déposer, et sous serment, elle a admis qu'elle et maman avaient discuté de la vente de ma maison, comme plan de secours, des mois avant mes vacances.
Elle a avoué que maman lui avait dit que je serais contrarié au début, mais que je m'en remettrais un jour. Elle a admis qu'elle pensait toutes les deux, que j'avais largement assez d'argent pour remplacer ce qui m'avait été pris. Lire la transcription de cette déposition était surréaliste. Bethany parlait de détruire ma vie, avec l'indifférence désinvolte que l'on pourrait avoir, en discutant d'un changement d'opérateur Internet. Elle ne semblait sincèrement pas comprendre l'ampleur de ce qui avait été fait. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait coupable, elle a répondu « Je veux dire, je suppose. » Mais Jean, Bonnie s'en sort très bien maintenant. Elle a un travail, et un petit ami. Elle n'est pas vraiment à la rue, alors je ne vois pas vraiment où est le problème. Mon avocate a mis cette citation en évidence, dans sa requête pour un jugement sommaire. Le point de rupture est survenu lorsque nous avons découvert un enregistrement téléphonique. L'Oregon est un État où le consentement d'une seule partie suffit, ce qui signifie que l'on peut enregistrer ses propres conversations, sans en informer l'autre personne. Bethany, dans un moment de stupidité ou de désespoir, avait enregistré une conversation avec maman, où elle discutait du plan pour vendre ma maison. Dans l'enregistrement, daté de 2 semaines avant mes vacances, la voix de maman était claire. Une fois que Bonnie sera partie, nous agirons vite. La maison sera vendue avant qu'elle ne revienne. Elle sera en colère, mais que pourra-t-elle y faire? Ce sera fait. Bethany, ma chérie, je fais ça pour toi parce que je t'aime. Bonnie n'a pas besoin de cette maison. Elle a besoin d'apprendre que la famille passe avant tout. La réponse de Bethany, et si elle te poursuit en justice? Le rire de maman, laisse-la essayer. Je suis sa mère. Aucun jury ne prendra le parti d'une fille, qui traîne sa mère devant les tribunaux. De plus, d'ici à ce qu'un procès aboutisse, l'argent sera dépensé. On ne peut pas tondre un œuf. Mon avocate a diffusé cet enregistrement au tribunal, lors d'une audience concernant ma motion pour exiger la divulgation financière complète. J'ai regardé le visage de maman se vider de ses couleurs, alors que ses propres mots résonnaient dans la salle d'audience. Son avocat a demandé une suspension de séance. 15 minutes plus tard, il a approché mon avocate, pour discuter des termes d'un accord amiable. L'enregistrement changeait tout. Il prouvait la préméditation. Il prouvait que maman avait anticipé une action en justice, et qu'elle avait planifié en conséquence. Il prouvait qu'elle avait considéré ma détresse, comme un coup acceptable pour aider Bethany. Plus important encore, il prouvait qu'elle avait menti sur les circonstances, dans lesquelles la maison avait été vendue. Nous avons également trouvé des preuves, qu'elle préparait cela depuis des mois. Des textos entre elle et Bethany montraient qu'elles avaient discuté de la vente de ma maison jusqu'à 6 mois auparavant, à l'époque où les dettes de Bethany avaient commencé à s'accumuler. Maman avait fait des recherches sur la valeur des propriétés, contacté des agents immobiliers, et attendu une opportunité. Mes vacances avaient été cette opportunité. Dans ses messages, maman me décrivait comme difficile, et trop attachée aux choses matérielles. Elle disait à Bethany que je devais apprendre à soutenir la famille, et que vendre la maison m'enseignerait cette leçon. Elle a carrément écrit qu'elle me rendait service, en me forçant à être moins égoïste. Lire ces messages a été, d'une certaine façon, pire que de perdre la maison. Voir écrit noir sur blanc que ma mère m'avait délibérément trahi, qu'elle avait planifié cela depuis des mois, qu'elle pensait m'enseigner une sorte de leçon de morale en détruisant ma sécurité financière. C'était dévastateur. L'affaire est allée en médiation. L'avocat de maman lui a conseillé d'accepter un accord. Les preuves étaient accablantes. Un jury compatirait avec une fille, dont la mère lui avait volé sa maison. La fausse signature à elle seule, constituait une fraude potentiellement criminelle. Maman a accepté un règlement de 275 000 €, soit essentiellement tout l'argent qu'elle avait gardé de la vente, plus des dommages et intérêts, et mes frais d'avocat. Son avocat l'a prévenu que refuser l'accord entraînerait probablement un jugement plus lourd, et de possibles poursuites pénales. Le jour où nous avons signé l'accord de règlement, maman m'a regardé de l'autre côté de la table de conférence, avec une haine pure. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle dit. « Tu as détruit cette famille. Tu l'as détruite, quand tu as décidé que les erreurs de Bethany étaient plus importantes que ma vie, ai-je répondu calmement. Elle avait besoin d'aide. Tu aurais laissé ta sœur mourir, pour de l'argent. Elle ne serait pas morte. Elle aurait affronté les conséquences de ses choix. Il y a une différence. Maman s'est levée. Tu n'es plus ma fille. Tant mieux, ai-je dit,
et je le pensais vraiment. Betania, comme on pouvait s'y attendre, dilapidait l'argent du règlement en moins de 6 mois. Elle n'avait rien reçu directement, mais maman la soutenait financièrement, en payant son loyer, et en lui donnant de l'argent de poche. Une fois que l'accord de règlement a absorbé la majeure partie des économies de maman, ce soutien s'est tari. Betania a de nouveau sombré, accumulant de nouvelles dettes, perdant son appartement, et jonglant d'un canapé d'amis à l'autre. Elle m'a appelé 9 mois après la signature de l'accord, en pleurs, suppliant de l'aide. Les gens à qui elle devait de l'argent, cette fois-ci, étaient vraiment dangereux. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de 20 000 euros, pour les faire disparaître. J'ai changé, a-t-elle promis. J'ai appris ma leçon. Je te rembourserai. Non, ai-je dit simplement. Je t'en prie, Bonnie. Je suis ta sœur. La famille est censée s'entraider. Tu as aidé maman à voler ma maison, ai-je répondu. Tu as ri de moi. Tu m'as traité de sans-abri. Tu as dit que la famille se portait mieux sans moi. Alors, considère que je suis d'accord avec toi sur ce point. J'ai raccroché. Elle a rappelé 17 fois. J'ai bloqué son numéro. Christopher m'a raconté plus tard que Betania avait fini dans un programme de désintoxication, après avoir touché le fond. Maman a dû vendre sa propre maison pour le payer, déménageant dans un petit appartement, dans un quartier moins prisé de la ville. Elle m'a reproché cela aussi, disant à quiconque voulait l'entendre, que je l'avais ruinée avec mon procès frivole. Les répercussions du règlement se sont propagées dans notre famille élargie, de façon que je n'avais pas anticipé. Tante Rebecca a complètement cessé de me parler, m'envoyant un long email, pour me dire que j'avais détruit les années d'or d'une mère, et que je devrais avoir honte de moi, pour avoir privilégié l'argent à la famille. Je n'ai pas répondu. L'oncle Paul, de façon surprenante, m'a contacté pour s'excuser de ne pas avoir parlé plus tôt, admettant qu'il savait que le favoritisme de maman envers Betania était problématique, mais qu'il n'avait jamais voulu causer de drames familiaux. Je le regrette maintenant, m'a-t-il dit autour d'un café, 3 mois après le règlement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, quand j'ai vu à quel point elle vous traitait différemment. Peut-être que si quelqu'un l'avait tenu responsable plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Son excuse signifiait plus pour moi, qu'il ne le réalisait probablement. C'était la validation que je n'étais pas folle, que la dynamique que j'avais subie toute ma vie, avait été réelle, et visible par les autres. Le travail est devenu mon sanctuaire pendant cette période. Je me suis jeté à corps perdu dans des projets, avec une intensité qui inquiétait mes collègues, mais qui me permettait de rester fonctionnel. Jennifer, ma patronne, m'a prise à part un jour, et m'a demandé si j'allais bien. Quand je lui ai assuré que tout allait bien, elle m'a lancé un regard qui disait qu'elle ne me croyait pas, mais qu'elle respecterait mes limites. Rappelle-toi juste que tu as le droit de ne pas aller bien, a-t-elle dit. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Cette gentillesse, de la part d'une patronne qui ne me devait rien, signifiait beaucoup pour moi. Ryan et moi avons eu des conversations difficiles pendant cette période, sur ce que cela signifiait pour notre avenir. Nous étions ensemble depuis 3 ans quand tout est arrivé. Mais cette crise a testé notre relation, de manière que je n'avais pas prévue. Il m'a vu au plus bas de ma forme, pleurant de façon incontrôlable à 3 heures du matin, nettoyant l'appartement frénétiquement à minuit sous le coup de la rage, incapable de manger pendant des jours, parce que j'avais l'estomac noué. J'ai besoin de savoir si c'est trop, lui ai-je dit un soir. Si gérer mes drames familiaux est quelque chose pour lequel tu n'as pas signé, parce que je comprendrai si ce n'est pas le cas. Il m'a regardé, comme si une deuxième tête venait de me pousser. Bonnie, je ne vais nulle part. Ta mère vendant ta maison, ce n'est pas ton drame. C'est quelque chose qui t'a été fait. Il y a une différence. Tout ce qui est juridique. Les dates d'audience, le stress constant, c'est temporaire, a-t-il terminé. Ta mère en subira les conséquences. Le procès sera résolu. Mais toi et moi, nous ne sommes pas temporaires. Arrête d'essayer de m'offrir une porte de sortie que je ne veux pas. J'ai pleuré alors, mais c'était de bonnes larmes, pour une fois. Les négociations du règlement avaient été brutales. L'avocat de maman essayait sans cesse de réduire le montant, arguant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer un jugement aussi lourd. Mon avocate a riposté, avec des relevés bancaires montrant les habitudes de dépenses de maman, et les preuves de l'argent qu'elle avait conservé. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur 275 000 euros,
ce qui représentait la majeure partie de ce qu'elle avait tiré de la vente, plus mes frais d'avocat et des dommages-intérêts. Maman a dû presque tout liquider pour payer. Sa maison à Biverton s'est vendue rapidement, car le marché était encore solide. Mais après avoir remboursé son hypothèque et le règlement de l'accord, il ne lui restait qu'assez pour louer un petit appartement, et pas grand-chose de plus. Ses économies de retraite ont pris un coup massif. La vie confortable qu'elle s'était construite sur des décennies, était essentiellement démantelée. Christopher se sentait mal à ce sujet, tiraillé entre sa loyauté envers moi, et son inquiétude pour le bien-être de maman. Elle va avoir des difficultés financières pour le reste de sa vie, m'a-t-il dit. Elle devra probablement travailler à temps partiel, juste pour joindre les deux bouts. Elle aurait dû y penser avant de commettre une fraude, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je ne prenais pas plaisir aux difficultés financières de maman, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Elle avait fait des choix qui entraînaient des conséquences. Ces conséquences, c'était à elle de les supporter. La réaction de Bethany à la situation de maman était prévisible. Elle a tempêté sur les réseaux sociaux, disant que j'avais détruit notre mère par pure méchanceté. Elle a affirmé que j'avais toujours été jalouse de sa relation avec maman, et que j'avais monté ce procès de toutes pièces, pour me venger de ne pas être l'enfant préféré. Ces publications étaient suffisamment délirantes, pour que plusieurs amis communs me contactent, afin de me demander si j'allais bien, et s'ils pouvaient faire quelque chose. J'ai apprécié leur sollicitude, mais pour l'essentiel, je voulais juste aller de l'avant. Chaque jour passé à penser à maman et à Bethany, était un jour où je ne construisais pas ma nouvelle vie. Le jour où le chèque du règlement a été encaissé, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Ryan et moi avons porté un toast à la justice, au nouveau départ, et au fait que je pouvais enfin arrêter de vérifier mon compte bancaire de façon obsessionnelle, en m'inquiétant des frais d'avocat. L'argent ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait, mais il représentait quelque chose d'important, la responsabilité. Chercher une nouvelle maison était à la fois excitant et douloureux. Chaque propriété que je visitais, me rappelait ce que j'avais perdu. Ma maison de Laurelhurst avait été parfaite, parquet en bois franc, étagères encastrées, une cuisine avec un carrelage vintage, que j'avais amoureusement restauré. Trouver quelque chose qui me donne à nouveau la sensation d'être chez moi, semblait impossible. Ryan est venu à chaque visite, prenant des notes sur des détails, que j'étais émotionnellement trop épuisé pour retenir. Il posait des questions auxquelles je ne pensais pas. Il m'a tenu la main quand nous avons traversé un bungalow à Selwood, qui m'a fait pleurer, tellement l'agencement ressemblait à mon ancienne maison. Nous n'avons pas à décider aujourd'hui, n'arrêtait-il pas de dire. Prends ton temps. Mais j'étais fatigué de prendre mon temps. J'étais fatigué de vivre dans l'incertitude. Mes affaires dans un box de stockage, ma vie en suspens pendant que je gérais des procédures judiciaires et des drames familiaux. Je voulais de nouveau des racines. Je voulais de la stabilité. Le bungalow de Selwood n'arrêtait pas de m'appeler. Il était plus petit que ma maison de Laurelhurst, seulement 2 chambres au lieu de 3, et le jardin était quasiment inexistant, mais il avait du cachet, des moulures couronnées, des encastrements d'origine, une cheminée avec un magnifique travail de carrelage. Le quartier était propice à la marche, proche des cafés et des restaurants, et près du sentier longeant la rivière, où Ryan et moi aimions faire du vélo. C'est celle-ci, ai-je dit à l'agente immobilière. Je veux celle-ci. Vous ne voulez pas y réfléchir? A-t-elle demandé, surprise par ma détermination. J'ai assez réfléchi. Faisons une offre. Nous avons conclu la vente 6 semaines plus tard. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis assise sur le sol de mon salon vide, et j'ai pleuré. C'étaient des larmes différentes, de celles que j'avais versées pour la perte de ma première maison. C'étaient des larmes de soulagement, de posséder enfin quelque chose qui était vraiment à moi, que personne ne pourrait m'enlever. Je n'ai jamais pris la peine de corriger l'histoire. Les personnes qui comptaient, connaissaient la vérité. Avec l'argent du règlement sur mon compte d'épargne, j'ai acheté une nouvelle maison, 13 mois après avoir perdu la première. Celle-ci était plus petite, un bungalow de 2 chambres dans le quartier de Selwood, mais elle était à moi. Seul mon nom figurait sur l'acte de propriété. J'ai changé de banque, loué un nouveau coffre-fort pour les documents importants, et installé un système de sécurité, qui ferait pâlir d'envie Fort Knox. Ryan a emménagé avec moi, 6 mois après mon achat. Il m'a demandé en mariage sur la terrasse arrière, qu'il m'avait aidé à rénover, et j'ai dit oui, sans hésitation. Il était resté à mes côtés à travers tout cela,
sans jamais suggérer que je devrais juste laisser couler, ou pardonner et oublier. Il comprenait que certaines trahisons ne guérissent pas. Christopher est venu au mariage. Maman et Bethany n'étaient pas invités. Christopher a raconté, maman a pleuré quand elle l'a appris, affirmant qu'elle t'avait mieux élevé que ça, pour couper les ponts avec ta propre mère. Bethany a publié sur les réseaux sociaux des messages à propos de fausses familles, et des gens qui abandonnent leur sang. Je m'en fichais. Un an après le mariage, Bethany s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air en piteux état, mince et fatiguée, les cheveux mal teints, ses vêtements usés. Elle a demandé si on pouvait parler. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, et a pleuré pendant 20 minutes, avant de pouvoir prononcer un mot. Quand elle l'a finalement fait, les mots sont sortis d'un trait. Elle avait fait 2 cures de désintoxication. Elle avait été diagnostiquée avec une addiction au jeu, et suivait une thérapie. Elle avait trouvé un travail de serveuse, et vivait dans un foyer de transition. Elle travaillait sur ces 12 étapes, et une partie de ce processus consistait à réparer ses torts. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit, la voix éraillée. Je suis désolée pour tout. Le jeu, les dettes, d'avoir laissé maman vendre ta maison, de m'être moqué de toi, pour tout ça. J'étais malade, j'étais égoïste, et j'ai détruit ta vie, parce que j'étais trop faible pour affronter mes propres problèmes. Tu n'as pas détruit ma vie, ai-je répondu doucement. Tu as détruit ma maison, et ma relation avec maman. Ma vie va très bien maintenant, même plus que bien. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a poursuivi Bethany. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'ai eu tort, et que j'essaie d'être meilleur. J'ai regardé ma sœur, cette personne avec qui j'avais grandi, que j'avais tour à tour aimé et détesté pendant 34 ans. Elle avait l'air sincère, mais je l'avais déjà vu mentir de façon très convaincante auparavant. L'addiction faisait des gens d'excellents acteurs. J'apprécie que tu sois venu jusqu'ici, ai-je dit prudemment. Je suis contente que tu reçoives de l'aide, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que vous avez fait, toi et maman, ne m'a pas seulement blessé financièrement. Cela a brisé quelque chose de fondamental. La confiance, la sécurité, la famille, tout ça. C'est parti. Je sais, a murmuré Bethany. Je ne veux pas de relation avec toi, ai-je continué. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de rancunier, de froid, ou quoi que ce soit d'autre que maman dise de moi. Mais je ne peux pas avoir quelqu'un dans ma vie, qui ferait ce que tu as fait. Même si tu vas mieux maintenant, même si tu as sincèrement changé, je ne peux pas prendre ce risque. Bethany a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je comprends. Elle est partie, et je ne l'ai jamais revue. Christopher me donne parfois de ses nouvelles. Bethany est toujours sobre, elle travaille toujours, elle est toujours en thérapie. Maman est aigrie et isolée, ayant brûlé la plupart de ses ponts, en défendant sa décision de vendre ma maison. Elle raconte aux gens que je suis une analyste financière à succès, qui a coupé les ponts pour une histoire d'argent, omettant commodément la partie où elle a commis une fraude. Je ne corrige pas ces histoires non plus. Ma vie maintenant est paisible, d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Ryan et moi parlons de fonder une famille. Ma carrière est florissante. La maison devient peu à peu un foyer, rempli de meubles et de souvenirs, qui sont véritablement les nôtres. J'ai des amis qui comprennent les limites, qui ne me voleraient pas, et qui n'encourageraient pas des comportements destructeurs. Parfois, je passe en voiture devant mon ancienne maison, à Laurelhurst. Les Morrison ont planté un cerisier dans le jardin de devant, et ont peint la porte d'entrée d'un jaune joyeux. Elle a l'air heureuse, bien aimée. Je suis contente qu'ils aient eu la maison. Ils méritaient la maison de leurs rêves, et ils en ont eu une. Honnêtement, les gens me demandent parfois, si je regrette d'avoir engagé des poursuites judiciaires, si ça valait la peine de détruire ma relation avec ma mère et ma sœur, pour de l'argent et des biens matériels. Ils disent que la famille, c'est pour toujours, que les rancunes ne blessent que la personne qui les garde, que le pardon est salvateur. Je ne suis pas d'accord. Certaines actions ne méritent pas d'être pardonnées. Certaines relations ne valent pas la peine d'être maintenues. Certaines personnes vous blesseront à plusieurs reprises, si vous leur en donnez l'occasion, et la chose la plus saine que vous puissiez faire, c'est de vous éloigner. Ma mère a choisi de me trahir, pour entretenir l'addiction de ma sœur.
Elle l'a planifié pendant des mois. Elle l'a exécuté pendant que j'étais en vacances, choisissant spécifiquement un moment où je ne pourrais pas interférer. Elle a falsifié des documents légaux, menti à des professionnels, et volé des centaines de milliers d'euros de biens et de capital investissement. Puis, elle s'est moquée de moi, parce que j'étais bouleversé. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un moment d'égarement. C'est une trahison délibérée et calculée. Et quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Ma mère ne me manque pas. Je ne me demande pas si j'ai fait le bon choix. Je ne reste pas éveillé la nuit, à souhaiter que les choses eussent été différentes. La version de ma mère que j'aimais, celle que je pensais capable de me protéger et de m'estimer, n'a en fait jamais existé. C'était un fantasme que j'avais créé, pour justifier des années de favoritisme et de traitement inégal. La vraie version, celle qui a pu vendre ma maison pour payer les dettes de jeu de ma sœur, et se sentir dans son bon droit de le faire, n'est pas quelqu'un dont j'ai besoin dans ma vie. Bethany a peut-être sincèrement changé. Elle restera peut-être sobre, suivra sa thérapie, et deviendra une meilleure personne. Tant mieux pour elle. Mais son arc de rédemption ne requiert pas ma participation. Je ne lui dois pas de pardon. Je ne lui dois pas de seconde chance. Je ne lui dois absolument rien. Christopher comprend cela. Il a maintenu des relations avec les deux camps, naviguant prudemment lors des événements familiaux, et veillant à ce que les limites de chacun soient claires. Il ne m'a jamais poussé à me réconcilier, ni suggéré que j'étais trop sévère. Il prend juste de mes nouvelles régulièrement, s'assurant que je vais bien, et m'informant quand il y a quelque chose que je devrais probablement savoir. Le mois dernier, il m'a appris que maman déménageait en Arizona, pour vivre avec sa sœur. Elle vend le peu d'affaires qui lui restent, et quitte définitivement Portland. Une partie de moi a ressenti un pincement au cœur à cette nouvelle. Un vestige de la fille que j'étais, celle qui aimait sa mère malgré tout. Mais surtout, j'ai ressenti du soulagement. La distance physique rendra plus facile, le maintien de la distance émotionnelle. Il n'y aura aucun risque de la croiser à l'épicerie, ou d'avoir des rencontres gênantes, lors d'événements familiaux. Elle sera quelqu'un qui vit très loin, quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui n'intervient pas dans mon quotidien. C'est exactement ce que je veux. Ryan et moi essayons d'avoir un bébé, maintenant. Quand je serai enceinte, je devrai décider de quel genre d'accès ma mère aura en tant que grand-mère, si tant est qu'elle en est un. Pour le moment, je penche pour aucun. Je ne veux pas que mes enfants grandissent, en pensant que ce genre de trahison est normal, ou pardonnable. Je ne veux pas qu'ils apprennent, que la famille peut vous traiter n'importe comment, et que vous devez juste l'accepter, parce que les liens du sang sont sacrés. Le dicton complet dit que le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Cela signifie que les liens que vous choisissez sont plus forts que les liens avec lesquels vous êtes nés. Je crois en cela aujourd'hui, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Ma famille, ce n'est plus maman et Bethany. C'est Ryan. C'est Christopher. Ce sont les amis qui ont répondu présent, quand tout s'est effondré. Ce sont les collègues qui ont couvert mes heures de travail, quand j'étais trop anéanti pour fonctionner. Ce sont les thérapeutes qui m'ont aidé à digérer cette trahison, et à reconstruire mon identité. Ce sont eux, les miens. Ce sont ceux qui ont gagné leur place dans ma vie. Quant aux autres, ils peuvent raconter les histoires qu'ils veulent, sur la fille qui leur a coupé les ponts pour une question d'argent. Je connais la vérité. Les gens qui comptent pour moi, connaissent la vérité. C'est bien assez. Je ne suis pas à la rue. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas brisé. Je suis libre.